Bienvenue dans ce cours sur les stratégies de réduction de la pollution de l'air. Ce cours est bâti sur plusieurs vidéos et la vidéo que vous avez choisi de visionner porte plus particulièrement sur les différents types de stratégies qui peuvent être mises en œuvre. Alors, nous avons vu dans une vidéo précédente que les problèmes de qualité de l'air étaient dus principalement à des sources de polluants, sources qui peuvent être soit d'origine humaine, soit d'origine naturelle. Donc ces différentes sources vont émettre des polluants qu'on appelle des polluants primaires. Ces polluants primaires vont être dispersés dans l'atmosphère et avec la lumière du soleil et l'humidité vont pouvoir donner des polluants secondaires. Et tous ces polluants vont avoir un impact sur la santé humaine ou plus généralement sur l'environnement. Les stratégies en fait ont pour but d'évaluer comment faire diminuer les sources d'émissions polluantes de façon à faire diminuer les impacts sur la santé et sur l'environnement. Alors une des plus anciennes types de stratégies employées est une stratégie qui consiste à éloigner les sources de polluants des zones sensibles, comme par exemple les zones densément peuplées, de façon à tenir en compte, essayer de prendre avantage de la dispersion pour faire diminuer les concentrations. Alors on peut éloigner les sources en les élevant, comme par exemple ici avec des cheminées, ou en déplaçant les sources. Par exemple ici c'est le cas de l'aéroport d'Athènes, qui avant 2001 était situé dans la zone urbaine d'Athènes, la zone urbaine d'Athènes qui était ici dans ce bassin et dans celui-là. En 2001, donc, il a été décidé de créer un nouvel aéroport à l'extérieur de la ville, de façon à éloigner cette source de pollution de la ville. En parallèle, il a été aussi décidé de créer une voie de contournement qui a permis de dévier le trafic en transit et donc d'éloigner les sources de pollution de trafic du centre-ville. Alors, ces stratégies sont particulièrement efficaces pour réduire les concentrations de polluants primaires. On a vu dans une vidéo précédente que les concentrations de polluants primaires diminuaient au fur et à mesure qu'on s'éloignait des sources. Donc en éloignant la source, forcément, on va diminuer les concentrations. Elles sont malheureusement limitées pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elles ont une efficacité moindre sur les polluants secondaires. Les polluants secondaires, eux, se forment chimiquement dans l'atmosphère. Donc ils vont se former sur des distances beaucoup plus longues, beaucoup plus grandes que les polluants primaires. Si on prend l'exemple des acides, ces acides se forment à partir des oxydes d'azote et des oxydes de soufre qui sont émis et vont se former dans les gouttelettes des nuages, puis tomber sous forme de pluie lorsque on a des précipitations. Donc quel que soit l'endroit où on émet les oxydes d'azote et de soufre, que ce soit en altitude ou non, eh bien, ces oxydes d'azote et de soufre vont se retrouver toujours dans les gouttelettes de nuages et vont tomber toujours à l'endroit où on a les précipitations. Donc assez peu d'impact finalement de la délocalisation des sources. Une autre limitation est due à ce qu'on appelle l'effet rebond, ou paradoxe de Jevons. Donc lorsqu'on met en place certaines nouvelles sources, comme par exemple les voies de contournement, en instaurant une voie de contournement, en fait, on va fluidiser le trafic et donc on va permettre à plus de personnes d'emprunter cette voie-là et donc on va augmenter l'activité de la source et donc ses émissions. Donc une partie des bénéfices liés au déplacement de la source va être perdue puisque cette source va émettre plus que ce qu'elle aurait émis auparavant. Dans le cas de l'aéroport, c'est ce qui s'est passé à Athènes. Et on voit que le nouvel aéroport d'Athènes a permis de doubler le trafic aérien en 18 ans. Donc une partie des bénéfices liés au déplacement de la source a été perdue puisqu'on a émis plus de polluants au niveau de la source. Voilà, donc la simple relocalisation des sources de polluants n'est pas suffisante. Il faut employer des stratégies autres que simplement relocaliser la source et il faut essayer de faire diminuer les émissions de la source en renouvelant par exemple la technologie. Donc remplacer une technologie ancienne par une plus récente qui pollue moins. Alors ce renouvellement technologique, il se produit déjà spontanément
de façon à renouveler des technologies peu efficaces énergétiquement par des technologies de plus en plus efficaces énergétiquement. On a vu ainsi au cours du 19e siècle, du début du 20e siècle, pardon, les machines à vapeur qui utilisaient du charbon brûlé à relativement basse température, remplacées par des moteurs à explosion interne qui brûlent du carburant liquide à plus haute température, puis dans certains secteurs du transport par des turbines qui brûlent ce carburant liquide encore à plus haute température, donc avec une meilleure efficacité. Alors, cette substitution technologique est spontanée lorsque, en fait, les prix de la nouvelle technologie vont être plus basses que la technologie ancienne qu'elle va remplacer. Donc cette baisse des prix d'une nouvelle technologie en fait est obtenue par effet d'échelle, c'est-à-dire qu'on va produire de plus en plus d'unités de ces technologies de façon à faire baisser le prix de production de chaque unité. On va pouvoir aussi jouer sur la rationalisation de la production, par exemple en réduisant les chaînes d'approvisionnement des ressources nécessaires à la production de cette nouvelle technologie. On va pouvoir aussi améliorer l'efficacité du travail de production à l'intérieur des usines de production. Et on verra ainsi une ancienne technologie être remplacée progressivement par une nouvelle technologie. Alors cette durée de transition peut varier d'une année, quelques années, à quelques dizaines d'années, et va dépendre entre autres de la durée de vie des technologies. Néanmoins, la substitution spontanée des technologies, elle a pour principal effet d'augmenter le gain en efficacité énergétique, de façon à utiliser de moins en moins d'énergie pour obtenir un service égal. Mais elle n'a pas forcément pour conséquence de faire diminuer la pollution. Tout d'abord à cause de l'effet rebond dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que l'introduction d'une nouvelle technologie va pouvoir permettre d'augmenter son activité puisqu'elle coûtera moins cher à l'utilisation, puisqu'elle est plus efficace. Et donc une partie des gains de l'efficacité vont être perdus par le fait que l'activité de la technologie va augmenter. On a aussi un problème qui est lié au fait que l'augmentation d'efficacité énergétique ne conduit pas à une baisse de la production des émissions. On a vu dans une vidéo précédente que l'augmentation des températures de combustion et la qualité des carburants avait pour conséquence en fait d'augmenter les émissions d'oxyde d'azote par combinaison de l'azote de l'air et de l'oxygène de l'air. Et donc nos technologies, pour faire baisser la pollution, on va devoir leur ajouter des équipements spéciaux pour capturer ces polluants. Alors un exemple, c'est celui des pots catalytiques sur les véhicules à essence, qui sont là pour faire diminuer les concentrations d'oxyde d'azote, d'oxyde de carbone et de composés organiques volatiles, en générant des réactions chimiques à l'intérieur du pot catalytique, ou pour les véhicules diesel, les filtres à particules, donc qui ont pour objectif de faire baisser les concentrations de particules. Dans le secteur industriel, on a aussi besoin d'avoir recours à des filtres à oxyde de soufre qui, donc grâce au calcaire, vont capturer ces oxydes de soufre avant de réémettre les gaz dans l'atmosphère, ou alors à des cyclones dont l'objectif est de séparer les particules des gaz qui seront émis dans l'atmosphère. Dans tous les cas, ces équipements spéciaux, qui sont là pour faire diminuer la pollution, vont entraîner des coûts supplémentaires et donc vont freiner le renouvellement technologique. Donc, un des exemples de ces freins est l'exemple du cas de l'épisode célèbre épisode de pollution de décembre 1952 qui s'est produit à Londres, qui a été responsable de plus de 4000 morts, et qui était dû à l'emploi, entre autres, à l'emploi de charbon dans des systèmes de chauffage. En fait, à cette époque, des systèmes de chauffage utilisant du carburant liquide et non pas du charbon étaient déjà à disposition,
mais leur prix était encore trop élevé pour être utilisé de manière extensive dans la région de Londres. Et donc pour accélérer ce renouvellement technologique, eh bien, il a été décidé de prendre la décision d'instaurer des réglementations. Donc la première loi sur la réglementation de la pollution de l'air, le Clean Air Act, a simplement interdit l'utilisation de ces chauffages au charbon dans les zones très peuplées. Parallèlement à ça, le gouvernement anglais a aussi décidé de mettre en place des systèmes de subventions pour aider les personnes à remplacer leur système de chauffage au charbon par des systèmes de chauffage plus performants. Donc d'une manière générale, si on veut accélérer le renouvellement technologique pour faire baisser la pollution, eh bien, il faut mettre en place un système de réglementation, et il existe plusieurs types de réglementation que l'on peut utiliser. Alors, un premier type de réglementation va consister à cibler principalement les producteurs de technologies, comme par exemple ici les directives de l'Union européenne en matière de véhicules. Donc l'Union européenne oblige les producteurs de véhicules de respecter certaines normes, et seuls les véhicules qui émettront moins que la norme prescrite pourront être vendus sur le marché européen. Et cette norme, au cours du temps, on voit qu'elle est de plus en plus restrictive. Alors, le surcoût technologique lié au respect de la norme oblige les constructeurs, bien sûr, à vendre leurs produits un peu plus chers, et donc va se reporter sur les clients. Au final, ce sont les clients qui vont supporter le surcoût de la mise en place de ces équipements de dépollution. Alors, cette mesure est très efficace puisqu'elle fait diminuer la pollution au cours du temps, mais elle n'oblige pas de manière directe au renouvellement technologique. Elle fait en sorte que le renouvellement naturel de la technologie implique une diminution de la pollution. Elle n'accélère pas vraiment le renouvellement, donc ça fonctionne bien pour des technologies qui se renouvellent d'elles-mêmes de manière rapide, comme par exemple les véhicules. Une manière plus efficace d'obliger le renouvellement, eh bien, c'est ce qui a été utilisé dans le Clean Air Act, c'est-à-dire c'est d'interdire l'utilisation de la technologie. Et là, on ne cible pas le producteur de technologie, on cible l'utilisateur de technologie. Donc là, j'ai pris le cas des vignettes critères. Donc les véhicules français doivent toutes être affectés d'une vignette qui correspond en fait aux standards de ces véhicules, et les autorités, soit des autorités locales ou nationales, peuvent interdire la circulation de certains de ces véhicules. Par exemple, les vignettes 3, 4, 5 au centre-ville aux heures de pointe. Voilà. Alors, l'inconvénient principal de ces mesures, c'est qu'en fait, en ciblant les utilisateurs, eh bien, elles font porter le coût de la mesure directement sur l'utilisateur. Et donc, elles doivent être en général accompagnées d'une politique de subvention, comme ça a été le cas dans le Clean Air Act. Donc, cette politique de subvention, elle consiste à donner de l'argent aux pollueurs pour les inciter à changer de technologie. Donc ça, c'est le cas par exemple en France et dans beaucoup de pays d'Europe, où en fait on instaure une prime à la casse. Donc les propriétaires de véhicules peuvent obtenir des primes allant de 1 000 à 5 000 euros pour changer leur ancien véhicule par un véhicule neuf. Alors, une autre possibilité, c'est non pas de payer le pollueur, mais au contraire de le taxer. Donc on va demander au pollueur de payer en fonction de ce qu'il pollue. Ça, c'est le cas de la taxe sur les composés organiques volatiles en Suisse. Donc en Suisse, le gouvernement va taxer les industries et les offices de commerce qui utilisent des composés organiques volatiles à hauteur de 3 francs suisses par kilogramme de composés organiques volatiles utilisés. Et cette taxe va être rétrocédée si les industries peuvent prouver qu'ils ont réduit pendant l'année de 50% leurs émissions de composés organiques volatiles. Voilà, donc soit on paye le pollueur, soit on fait payer le pollueur, et enfin, on peut créer un marché d'achat et de vente de droits à polluer.
Bon, ça, c'est ce qui a été mis en place par les États-Unis dans le cadre du Acid Rain Program, hein, qui faisait partie du US Cleaner Act. Donc le gouvernement américain va taxer les industries qui produisent du SO2 à hauteur de 2000 $ par tonne de SO2 émis, ce qui est un prix assez nettement supérieur au prix des équipements de filtration de SO2, hein, qui iraient de 665 $ à 736 $ la tonne de SO2 émise. Ensuite, l'Agence de protection de l'environnement américaine met à disposition 250 000 tonnes de CO2 de droits à polluer, hein. Et ces droits à polluer peuvent être achetés ou vendus sur le Chicago Board of Trade comme n'importe quel produit de consommation. Ces droits à polluer peuvent être aussi achetés par d'autres acteurs que les industriels, comme par exemple des organisations à but non lucratif qui peuvent acheter une partie de ces droits pour retirer des droits à polluer et donc faire baisser les quantités de SO2 émises automatiquement. Le résultat, c'est que le prix du droit à polluer va être fixé par la loi de l'offre et la demande sur des marchés libres. D'accord, donc on va avoir un prix qui va fluctuer. Donc ce prix, il a atteint 1600 $ la tonne en 2005, puis il est redescendu à 88 $ la tonne en 2009, au moment où la plupart des industries étaient équipées en matériel de filtration du SO2. Voilà, donc quelle que soit la réglementation qui a été choisie, que ce soit les utilisateurs de technologies qui soient directement taxés ou que ce soit les producteurs de technologies qui soient taxés et qu'ils reportent cela sur le coût de ces taxes sur les utilisateurs, c'est au final l'ensemble de la société qui doit payer le prix de l'installation de ces matériels. Et donc bien sûr, si on regarde les choses d'une manière globale, la société ne fait pas que payer parce que la baisse de la pollution va permettre de faire baisser les impacts de cette pollution et donc la société va pouvoir retirer des bénéfices. Et donc il faut mettre en rapport les bénéfices obtenus avec les coûts que nécessite la mise en place du matériel de dépollution. Donc sur l'ensemble de l'Europe, eh bien, on a fait des estimations, ici ce sont des estimations en 2015, hein, de l'impact de la pollution de l'air sur la santé humaine. On est arrivé à un chiffre de 850 milliards d'euros, qui correspond à l'impact des mortalités prématurées, la baisse des qualités de vie, du coût sur la santé, et puis de la diminution de la productivité dans les entreprises. Donc faire baisser les impacts, ça va permettre d'obtenir des bénéfices, et ce sont ces bénéfices qui vont pouvoir justifier les coûts nécessaires au changement des sources, dont le but est de faire diminuer, bien sûr, les émissions. Reste encore à choisir parmi toutes ces sources, eh bien, sur lesquelles il faut agir en priorité, c'est-à-dire lesquelles vont permettre d'obtenir des résultats efficaces sur les impacts. Alors pour cela, on va utiliser la notion de coût marginal qui est associée à un changement technologique particulier. Par exemple ici, le changement des véhicules type Euro 4 par des véhicules de type Euro 5. Donc le changement de Euro 4 en Euro 5 va permettre d'obtenir un gain en émissions ici, sur l'axe vertical, mais va aussi obliger à un certain coût pour produire ces nouveaux types de véhicules. Ici, le coût nécessaire pour produire un véhicule Euro 5 au lieu de produire un véhicule Euro 4. Donc on va définir le coût marginal comme étant le rapport entre le coût et le gain en émissions. On pourra ainsi comparer l'efficacité de deux types de substitutions technologiques. Par exemple ici notre substitution Euro 5 par Euro 4 comparée à la substitution de centrales utilisant du charbon par des centrales utilisant du gaz. Donc ce qu'on voit sur ce graphique, c'est qu'en fait il est plus efficace de substituer ici les véhicules que les centrales, dans la mesure où
on peut obtenir le même gain en émission ici, à partir d'un coût qui est plus faible. Voilà, et l'efficacité de la substitution de plusieurs technologies consiste à commencer par substituer les technologies les plus efficaces et terminer par les technologies les moins efficaces, les substitutions les moins efficaces. Donc ici, en investissant le coût delta C1, eh bien on obtient une diminution de delta E1, puis en investissant un peu plus d'argent pour obtenir donc un coût de delta C2, on obtient une diminution de delta E2. Voilà, donc la prioritisation des substitutions technologiques, en commençant par les plus efficaces, en allant vers les moins efficaces, nous permet d'obtenir une courbe de minimum de coût. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que pour un investissement de 4,5 milliards d'euros, eh bien, on pourrait faire diminuer les émissions de 1260 tonnes de PM à 850 tonnes de PM. Donc un gain de 410 kilotonnes par année de PM. On observe aussi sur cette courbe qu'on peut définir ici un point qui est le point de maximum de réduction qu'on peut atteindre techniquement. Et ici, pour un coût de 47 milliards d'euros, qui est le maximum qu'on peut faire, eh bien on atteindrait une émission de 690 kilotonnes par année. Voilà, une fois qu'on connaît cette courbe qui met en relation le coût à investir par rapport au gain en émission, eh bien, grâce aux relations source-récepteur dont on a parlé dans une précédente vidéo, eh bien, on peut en déduire des gains sur les concentrations de polluants dans l'air. Et à partir de ces concentrations de polluants dans l'air, on peut en déduire des gains sur les impacts, sur la santé ou sur l'environnement. Donc ce qu'on obtient au final, c'est une relation entre les coûts, ici sur l'axe horizontal, et les bénéfices, qui vont être donc des diminutions d'impact sur l'axe vertical. Donc ici, un investissement de 4,5 milliards d'euros permet d'obtenir un bénéfice de 150 milliards d'euros sur l'environnement et la santé. Alors en général, le coût est nettement inférieur au bénéfice. Ici, on voit qu'on a un facteur 10 à peu près entre les deux. Néanmoins, pas pour tous les types de substitutions. On s'aperçoit qu'à partir d'un certain point, eh bien, ici, l'efficacité devient moindre. C'est-à-dire que pour obtenir 50 milliards d'euros de bénéfices supplémentaires, eh bien, il faudrait investir 42,5 milliards d'euros en plus. Donc tout le but de l'analyse des l'efficacité des coûts, eh bien, c'est de sélectionner parmi toutes les mesures possibles celles qui ont le plus d'efficacité au détriment de celles qui ont le moins d'efficacité. Alors si on regarde la situation au niveau européen d'une manière globale, ici on a chiffré pour 2015 donc les impacts en milliards d'euros et là les coûts. Donc on a 850 milliards d'euros d'impact au départ qui ont été chiffrés. Et si on applique la législation qui existe déjà en 2015, c'est-à-dire qui consiste déjà à faire baisser la pollution, eh bien on s'aperçoit qu'en 2025, on devrait atteindre l'impact de 740 milliards d'euros. Donc la législation qui est déjà en place va amener à un certain bénéfice de 110 milliards d'euros. On peut, en plus de cela, décider d'investir plus d'argent pour améliorer encore, augmenter encore ce bénéfice. Et donc là, en atteignant le maximum de réduction faisable, eh bien, on pourrait augmenter notre bénéfice de 200 milliards d'euros, mais ça demanderait un investissement de plus de 45 milliards d'euros. Si on veut être plus efficace, eh bien, on se limiterait à un investissement de 4,5 milliards d'euros ici pour obtenir un bénéfice de 150 milliards d'euros, ce qu'on a vu dans les diapos précédentes. Si on regarde maintenant la partie basse du diagramme,
eh bien, on s'aperçoit qu'on a un point en dessous duquel on ne pourra jamais descendre. Ça correspond en fait à la partie de pollution qui est soit due à des sources naturelles, soit due à des sources qui seraient extra-européennes et donc sur lesquelles on n'a pas d'action possible directement. Donc on aurait ici un impact de 200 milliards d'euros en dessous duquel on ne pourrait pas descendre. Et si on compare maintenant l'ensemble de ces différents seuils, on s'aperçoit qu'on a ici entre le maximum faisable techniquement et le minimum qu'on pourrait atteindre une différence de 510 milliards d'euros qui correspond en fait à l'activité de nos sources que l'on n'a pas pu réduire uniquement en changeant les technologies. De façon à réduire encore la pollution pour atteindre ces 510 milliards d'euros de bénéfices, eh bien, il faudrait jouer sur le comportement des utilisateurs, ce qu'on appelle des mesures non techniques. Donc ça, c'est la dernière catégorie de stratégies qu'on peut essayer de mettre en place. Ce ne sont pas des stratégies qui consistent uniquement à changer la technologie, mais aussi à changer le comportement des utilisateurs. Alors, on pourrait, par exemple, distinguer des mesures qui consistent à favoriser le partage de voitures, ou la réduction des émissions en centre-ville, l'utilisation des transports publics, ou alors de mobilité douce, comme la marche ou le vélo. Mais on peut aussi essayer de limiter le déplacement des populations dans la ville en favorisant le télétravail ou en aménageant la ville de manière à limiter, à que tous les services soient à des distances raisonnables des lieux d'habitation. On peut aussi jouer sur le transport de fret en utilisant les trains pour pouvoir charger les camions, c'est le ferroutage. Au niveau résidentiel, on peut éviter que les gens, on peut interdire le fait de brûler des végétaux, des déchets végétaux. On peut aussi inciter les gens à faire mieux entretenir tout leur système de chauffage. Voilà, donc si on résume, on a différents types de stratégies possibles, la relocalisation des sources, on peut jouer sur le changement technologique, et puis on peut jouer sur le comportement des utilisateurs. Voilà, eh bien je vous remercie et je vous donne rendez-vous sur une de mes prochaines vidéos.